Alors, ce que je trouve, ce que je voudrais souligner, ce qui me paraît vraiment important, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que les militants dont on parle sont des militants de leur temps et des militants de leur époque. C'est-à-dire en fait, ils participent à notre époque. Et notre époque, elle est marquée par l'émergence de nouveaux enjeux et la structuration du débat public autour de ces nouveaux enjeux. Et donc, eux, ils vont simplement se positionner sur des enjeux quand ces enjeux gagnent de l'importance. Donc, en fait, ils participent à un débat politique qui existe autour d'eux. Donc, ils vont se positionner aussi sur les enjeux qui sont importants dans ce débat. Par exemple, quand la question du mariage pour tous est devenue un enjeu, en 2012-2013, certains groupes militants d'extrême droite ont rapidement pris position contre le mariage pour tous en mobilisant leur cadre idéologique. À l'époque, les identitaires, que je suivais déjà, défilaient à ce moment-là derrière des banderoles La famille, c'est notre identité. Donc on voit qu'ils utilisent leur idéologie, ils la retravaillent pour répondre à cet enjeu. Plus récemment, le mouvement MeToo a remis sur le devant de la scène la question féministe, à travers notamment la question des violences sexistes et sexuelles. Et là encore, on voit que ces groupes se sont positionnés. Alors les positionnements d'ailleurs diffèrent, hein. On a vu tout un mouvement qui revendiquait, à l'inverse du féminisme, le maintien des rôles traditionnels féminins et masculins au sein des couples, mais aussi au sein de la société. Donc par exemple, pour ceux que ça intéresse, il y a eu pas mal de publications là-dessus, je pourrais faire passer des liens, mais tout ce qui relève du mouvement des tradwaves aux États-Unis est vraiment un mouvement très intéressant, enfin, très important. On voit aussi qu'il y a des mouvements qui défendent l'existence d'un féminisme identitaire. Donc c'est notamment en France un groupe qui s'appelle Némésis, qui va à la fois avoir une forme de glorification de la singularité féminine, mais dans une veine plutôt fémo-nationaliste, c'est-à-dire en fait ceux qu'on défend, les crimes qu'on critique sont pas tout à fait exactement les mêmes que ceux des féministes. Et on voit enfin des groupes qui prennent la voie du masculinisme, en estimant que en fait, le problème, c'est que les hommes sont aujourd'hui les victimes de la misandrie et qu'ils doivent se défendre contre les attaques des féministes, souvent renommées féminazis, dans une forme de retournement du stigmate aussi. Donc ça explique pourquoi ces groupes en fait, se positionnent sur des enjeux qui sont aussi liés, par exemple, aux personnes LGBT. Pourquoi ils vont dénoncer la théorie du genre et son enseignement? C'est parce que ces sujets sont devenus saillants dans notre espace public et donc ils se positionnent également dessus. Ces nouveaux thèmes émergent, gagnent en importance. Et en plus, en général, ils proviennent de personnes que eux considèrent comme leurs ennemis politiques, la gauche, l'extrême gauche, etc. Et donc, les groupes d'extrême droite vont prendre position contre ces sujets, à l'encontre de des idées qui sont émises par ces groupes. Parmi les animateurs historiques de la mouvance skinhead des années 90, il y a d'abord un nombre assez impressionnant de gens qui sont morts de mort violente, qui sont morts par la consommation souvent conjointe et à haute dose d'alcool et de stupéfiants, qui sont morts parce qu'à un moment donné, à leur sortie de prison, ils ont renoué avec le milieu et qu'il y a eu des règlements de compte. Il y a un certain nombre de ces gens qui, par ailleurs, sont sortis de la mouvance. Il y a aussi des gens qui ont replongé. On a eu ici, dans la région, un cas de quelqu'un qui avait été condamné à une lourde peine de prison pour un assassinat et qui, en sortant, a trouvé du travail, a commencé à se réinsérer, et puis a récidivé avec une forme d'assassinat différente. Je crois d'ailleurs que c'était un assassinat sur conjoint, et retour à la case incarcération. On a tous les profils possibles. Le vrai problème j'ai eu la question tout à l'heure sur la stratégie de la cravate, c'est de savoir, d'un point de vue j'allais dire, de la paix sociale, si jamais il vaut mieux quelqu'un qui passe d'un groupe violent à un groupe ou un parti politique qui ne l'est pas et qui est inséré dans le jeu politique, il faut définitivement assigner à résidence quelqu'un qui a été skinhead à 18 ans, parfois plus jeune, et ne pas lui laisser la possibilité de trouver sa voie dans la politique. C'est une question particulièrement actuelle parce que vous avez sans doute vu ces derniers jours la controverse autour d'un militant
nationaliste révolutionnaire un peu connu qui se retrouve assistant parlementaire d'un député du Rassemblement national. Campagne de presse. C'est terrible, c'est affreux, ça prouve à quel point il y a porosité entre le RN et la mouvance radicale. Contre-feu de ma part, si cette personne, que je connais par ailleurs, qui est une personne intelligente, qui produit intellectuellement, a la possibilité de se sortir du milieu groupusculaire et d'intégrer un parti politique en faisant un travail qui est un travail encadré, parce que quand on est assistant parlementaire, on a quand même un minimum de règles qu'on respecte. Est-ce que finalement c'est pas mieux? Vous nous avez parlé de la mouvance, par exemple, masculiniste qui est assez prégnante. Est-ce que le complotisme peut faire partie de ces mouvances? Alors en fait, le problème qu'on a quand on veut réfléchir à ça, c'est que le complotisme, c'est en soi une mouvance déjà explosée et diverse. Et donc en fait, alors effectivement, il y a des théories du complot qui font florès dans certains réseaux d'extrême droite ou qui sont liées en tout cas à des personnalités qui par ailleurs ont une idéologie d'extrême droite. Mais certaines n'ont rien à voir. Enfin, je ne sais pas si on pourrait les multiplier, hein. Par exemple, enfin, la période Covid avait été un moment d'explosion des théories du complot à tous les niveaux. On avait bien vu que ça traversait assez largement le spectre politique en réalité, et qu'on trouvait chez les antivax aussi bien des gens d'extrême droite que des écolos militants, que des gens d'extrême gauche, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est des sujets sur lesquels en réalité c'est plus l'expression de la radicalité qui va les réunir, parce que le complotisme est quand même une dimension très radicale, voire extrême, mais c'est pas forcément tous d'extrême droite. Donc, il y a des acteurs d'extrême droite parmi les complotistes, il y a des complotistes parmi des acteurs d'extrême droite, mais les deux sphères ne se recoupent pas parfaitement. Voilà, je vais répondre comme ça en quelques mots. Et tout ce qu'on nous présente comme complot n'est pas nécessairement complot. Oui. Un exemple. Beaucoup de spécialistes du complotisme classent les partisans de la Terre plate comme étant des des complotistes. Ce n'en sont pas. Ce sont, me semble-t-il, d'un point de vue scientifique, des crétins, mais ils ne sont complotistes que s'ils disent la Terre est plate, et ceux qui croient le contraire nous empêchent d'exprimer notre opinion. Le fait de dire que la Terre est plate, comme le fait de dire que l'univers a moins de 10 000 ans, n'est pas en soi une vision complotiste. Sinon, tous les gens dont le calendrier ramène l'âge de l'univers à moins de 10 000 ans se retrouvent complotistes, ce qui est infiniment absurde. Donc attention aussi à l'élargissement, me semble-t-il, beaucoup trop important de l'ère du complotisme. Oui, le terme, encore une fois, on revient sur le besoin de bien définir les termes. Donc, la coopération, par exemple, avec les collègues belges en sciences politiques est assez constante. Moi, je suis au comité de lecture du CRISP, par exemple, qui est un peu l'équivalent du CEVIPOF à Bruxelles. On publiera dans les prochains mois un bouquin avec des auteurs belges et des auteurs belges francophones et des auteurs français. On a pour la Belgique une barrière évidente qui est la barrière de la langue, c'est-à-dire que l'échange est quand même beaucoup plus réduit avec les collègues qui travaillent sur la situation au nord du pays, comme on dit là-bas, alors il est assez fluide avec les collègues qui travaillent sur la partie francophone du pays. Ça, c'est un obstacle. Du côté militant, il y a effectivement deux types d'échanges. Le premier n'est pas strictement de l'échange. J'ai repéré il n'y a pas très longtemps une action, par exemple, d'un groupuscule à la fois néerlandais et flamand de Belgique qui s'appelle le Voorpost, qui est allé faire une opération contrôle des frontières. C'est-à-dire qu'ils sont venus à la frontière entre la Flandre et le département du Nord, très probablement davantage à la côte qu'à l'intérieur, pour symboliquement se placer au point frontière et marquer leur désir qu'on en revienne à un contrôle des flux. Ensuite, il y a un milieu, honnêtement, que je connais mal, là où je suis preneur d'input, c'est la toute petite mouvance qui s'intéresse aux Pays-Bas français sous l'angle
de l'unité des territoires néerlandophones. C'est-à-dire de ce rêve des grands Pays-Bas qui comprendrait les Pays-Bas, la Flandre belge et les Pays-Bas français. Mouvance influencée dans les années 70 par la Nouvelle Droite, incontestablement, mais dont honnêtement, je ne vois pas où elle en est, et qui d'ailleurs est quand même assez réduite.